Quand je jette les dés sur le tapis, écrit Pierre Reverdy, ce n'est jamais mon nombre qui sort, et surtout jamais le même nombre. Cette phrase du livre de Montbord feint d'impliquer deux croyances. La première, que Reverdy a un nombre. La seconde, que les autres, lorsqu'ils jouent au dé, sortent toujours le même nombre. Nous avons mis en tête d'émission cette phrase parce qu'elle témoigne des rapports difficiles que Reverdy avait avec le monde, hasard compris. Bien, essayons d'approcher. Pierre Reverdy n'aimait pas répondre quand on le questionnait sur sa vie. Heureusement, en 1951, Jean Rousselot, à qui Pierre Segers avait demandé d'écrire un Reverdy pour la collection des poètes d'aujourd'hui, a réussi. Reverdy lui a répondu. Je suis venu au monde le 11 septembre 1889 à midi. Un peu plus loin, dans la même lettre, né à Narbonne, 13 septembre 1889, date officielle au lieu du 11, réel. Avoir une carte d'identité en retard sur sa propre naissance ne passe pas inaperçu. Dans l'un de ses premiers poèmes en prose, 1915, Reverdy se demande « Où sont mes papiers et mon identité vieillie et la date de ma naissance imprécise ?» 11-13. Reverdy n'a pas de nombre. Il est l'ombre d'un nombre impair. Et d'ailleurs, se demande-t-il, suis-je encore celui de la dernière fois? Ajoutons que la sage-femme le déclare de père et mère inconnus. Sa mère est mariée, mais son mari n'est pas Henri-Pierre Reverdy, le père du poète. L'enfant, qui ne s'appelle pas encore Reverdy, qui s'appelle seulement Henri-Pierre, va vivre à Toulouse chez sa mère avec sa sœur. L'enfant s'appellera Pierre Reverdy lorsqu'il aura 6 ans, en 95. Maintenant que sa mère est divorcée, son père peut le reconnaître. Il peut même épouser la mère de son fils, ce qu'il fait en 97. L'enfant va vivre à Narbonne avec son père et sa mère pendant 4 ans, jusqu'en 1901, l'année de leur divorce. Le père, que Pierre aime et admire de tout son cœur, est un homme merveilleux. Fils d'un sculpteur sur bois, il a réussi à acheter un domaine, la Jonquérolles, au pied de la Montagne Noire. 200 hectares de vignes, une merveille, qui va devenir une ruine quand le vin ne se vendra plus. Ne se vendra plus qu'1 franc l'hectolitre. Mais avant la catastrophe, la Jonquérolles est un paradis. Quand j'étais enfant, écrit Reverdy à Rousselot, il y avait 2 parties. Côté cœur, amour frénétique des miens et la vie de jeu, vacances. Les bêtes comptant autant que les gens. Tendresse exagérée pour les domestiques sans aucune discrimination. Côté esprit, torture. L'école, un bagne, jusqu'au dernier jour. Là, nous étions libres de vivre à notre gré d'enfants. Près de Carcassonne, au pied de la Montagne Noire, le pays est boisé, plus frais, plus vert, délicieusement arrosé de cours d'eau qui cessent à peine d'être des torrents. La source est proche.
J'ai eu pour ce coin de terre un immense amour. Cette eau claire, elle est dans une grande quantité de mes poèmes. Exemple, quand le soleil que j'avais pris pour un éclair darda son rayon sur mon oreille sourde, je me désaltérais sous les saules verts et blancs dans un ruisseau d'eau rose. D'eau rose. La rivière proche de la Jonquérole s'appelle la Roujanne. En aval, il y avait des tanneries. En 1905, Reverdy n'a pas encore 16 ans. Il renonce à ses études, quitte le bagne. Bientôt, dans 2 ans, ce sera pour son père la ruine, la faillite. Ceci nous amène, écrit Reverdy à Rousselot, à la grève des vignerons et à l'atmosphère de Narbonne en 1900-1907, car les événements sanglants sont de 1907. Une misère effroyable accablait le pays, on jetait le vin dans les ruisseaux, tous les jeudis près du pont métallique, on vendait aux enchères le mobilier des pauvres gens. Vous voyez cette petite ville occupée par 30 ou 35 000 hommes de troupes. Et la première fusillade, la plus meurtrière et de belle allure, fut exécutée par un régiment de Tulle, de garde à l'hôtel de ville, et pour qui on avait mis plusieurs demi-muits en Perse. Du vin, du sang, de la cervelle, celle d'un pauvre clochard en contemplation de l'autre côté de la place. Ce n'était pas cette tournure de choses qui pouvait m'incliner à la tendresse pour les soutiens de l'ordre et de la société. Antimilitariste à tout craint, bien entendu, 1909 approchait. Heureusement, je fus exempté du service militaire. Le 2 octobre 1910, Reverdy quitte Narbonne. Il arrive à Paris le lendemain. Avant de passer à Paris, 1 minute, demande Reverdy à Rousselot, 1 minute pour essayer de retrouver celui qui allait partir. La nature, l'amour de la nature, voilà ma marque. Cet amour effréné de la nature a fait de moi une espèce assez étonnante d'être amphibie, prisonnier de la terre et passionné de la mer. Finalement, c'est la terre qui l'a emporté et c'est elle qui m'étouffe. Ailleurs, Reverdy écrit « Nous ne sortirons pas du sort des prisonniers ». Donc, le 3 octobre 1910, à 10 heures du matin, Reverdy arrive à Paris, gare d'Orsay. « Un ami m'attendait, dit-il à Jean Rousselot, nous montons à Montmartre. Écœurante traversée de Paris. Je trouvais tout ça affreux. Et les arbres noirs, ça c'était le comble. Lorsqu'il évoquera cette arrivée à Paris 7 ans plus tard dans Le voleur de talent, Pierre Reverdy sera seul, sans amis venus le chercher. Montmartre, c'est le bateau Lavoir, la rue Ravignan. La rue Ravignan, toute droite, se perdait en haut, dans le brouillard qui mouillait les pavés. C'est vrai, Reverdy est arrivé là, et ce jeune homme de 20 ans qui ne connaît personne se fait aussitôt, comme par instinct, des amis qui comptent. Apollinaire, Wangris, Picasso, Braque, Laurence. Mac Jacob, Gargalo, Matisse, Derain, Léger.
tant d'autres aussi que j'aimais, dit Reverdy. Cette chance, dit Reverdy, que j'ai toujours eue dans ma vie d'avoir des amis extraordinaires. 1910, rue Ravignan, au bateau Lavoir, c'est la création même, le cubisme. Plus jamais l'air n'a été chargé de parfums aussi grisants. Jamais autant d'insouciance et de confiance ne nous a plus escortés vers l'inconnu. Un an après son arrivée à Paris, Pierre Reverdy reçoit un télégramme. Son père est mort. Il a été mon modèle, écrira Reverdy 40 ans plus tard. Et je lui dois sans aucun doute d'avoir marché à peu près droit et de m'être tenu debout. 1914, c'est la guerre. Reverdy s'engage. Il est réformé quelques mois plus tard. Pour vivre, il est correcteur d'imprimerie. Revenons un instant sur la lettre de Reverdy à propos de son père. Je cite. « Et quoique ruiné, c'est lui qui m'a proposé de me soutenir à Paris, puisque je voulais venir y faire de la littérature. » On peut se demander ce qui a poussé ou tiré vers Paris la littérature, ce jeune homme qui a rompu avec ses études en classe de 3e. Maurice Saillet, grand connaisseur de Reverdy, a écrit en 1950 « L'œuvre de Reverdy est l'exemple très rare et peut-être unique d'un art qui n'est point passé par les livres. » Et Saillet cite cette définition que Reverdy a donnée de lui-même: « La nature, c'est moi. » La nature, certes, mais 4 ans après 1950, ce qui doit faire 1954, Reverdy, interrogé sur Rimbaud par Oslo, répond, écrit: « Aujourd'hui, je me demande ce qu'il serait advenu de moi si, par exemple, Rimbaud, ou plus exactement l'œuvre de Rimbaud, ne m'était pas tombée sur la tête et dans les mains, juste au moment où je désespérais de trouver jamais le moyen de me décharger d'un poids dont je ne me rendais même pas très bien compte de quoi il pouvait être fait. Ce que je sentais de plus clair en moi, c'est que tout y était profondément obscur et que je ne serais délivré de cette très pénible impression que lorsqu'elle aurait été remplacée par une clarté improbable, mais à coup sûr éblouissante. Rimbaud, mais aussi Mallarmé, Laforgue, écrit Reverdy à Jacques Doucet en 1917. Pourquoi parler de Rimbaud maintenant et ici, alors que nous essayons d'imaginer Reverdy, 21 ans, à côté de Picasso, à côté de Braque, à côté de Roman Gris, à côté de Laurence? Parce qu'en voyant les œuvres de ces peintres, qui sont ses amis qui comptent, Reverdy devine, comprend, affirme que la porte entr'ouverte par Rimbaud, ce n'est pas un poète qui l'a grande ouverte, mais un peintre, Picasso. Comme nous avons l'habitude de passer par Cézanne pour aller au cubisme, ce qui est pour Reverdy une évidence peut nous paraître une illumination, mais c'est ainsi, c'est de Reverdy que nous essayons de parler, et ne croyons pas que Picasso, Braque, Gris et Laurence ne connaissent pas Rimbaud, ils le pratiquent. Le premier livre de Reverdy, 1915, porte donc tout naturellement un titre rimbaldien, Poèmes en prose. Avant d'ouvrir ce recueil, regardons-le. Achevé d'imprimer le 13 octobre 1915,
par Paul Biraud, 4 rue Tardieu, pour l'auteur. 6 exemplaires de tête, 3 portent une couverture originale de Rohan Gris, les 3 autres une couverture originale de Henri Laurence. Maurice Saillé l'a écrit, Pierre Reverdy et Henriette, sa femme, ont pris part à l'impression. Le livre a été broché à la maison par mesdames Marcel Braque, Josette Gris, Marthe Laurence et Henriette Reverdy. C'est pas elle, mais c'est le 12 de la rue Courtauld. C'est un livre fait à la main, au cœur de la main. Pour l'acheter, ce livre, une seule adresse, la librairie d'Adrienne Monnier, rue de l'Odéon. Il y est en dépôt. Comme vous l'avez remarqué, Mac Jacob, un ami pourtant, n'a pas participé au brochage du livre. C'est que Mac Jacob, qui a 13 ans de plus que Reverdy, a écrit de son côté des poèmes en prose qui n'ont pas encore été publiés. Ce sera le cornet à dés. Mac Jacob est donc assez fâché. Pourtant, dans ce recueil, Reverdy a placé un poème dédié à Mac Jacob qui exprime l'envie d'être Mac Jacob né à Quimper. Je cite, « L'océan l'a bercé, moi la mer, et c'est lui qui a reçu toutes les images. » Impossible d'avoir le droit de mettre en question la sincérité de cet aveu, mais Mac Jacob a dû deviner que la dédicace, comme toutes les autres, disparaîtrait dans les éditions suivantes. Ce qui par ailleurs exaspère Mac Jacob, c'est le titre rimbaldien, Poèmes en prose, par lequel Reverdy affirme que Rimbaud est l'inventeur du genre dans une direction différente de celle que Baudelaire a donnée. Ce qui fait de Mac Jacob un suiveur qui ne veut pas reconnaître son maître. Mac Jacob, en effet, écrit volontiers à bas Rimbaud. Nous pouvons trouver puérile cette querelle, mais nous aurions tort. Reverdy et Jacob sont dans la même situation. Ils s'escortent l'un l'autre vers l'inconnu. Reverdy a une clé, Rimbaud. Jacob la refuse. Est-ce une brouille? Non. C'est de part et d'autre la colère qui ne casse pas la relation d'amitié, une colère nourrissante puisque en 1917, dans Le voleur de talent, Reverdy fera de Mac Jacob, qu'il appelle le mage à Belle, un gentil mythomane. Il lui fait dire « Sans moi, les enfants ne sauraient pas jouer. J'ai appris à chanter aux oiseaux, aux poètes à se servir des étoiles et des vers luisants sans les confondre. J'ai jonglé avec le soleil et la lune. Ainsi, j'ai créé l'altère et le ciel. » Rendant compte des entretiens qu'il a eus avec Reverdy, Maurice Saillé écrit, je cite, « L'idée du voleur de talent lui vient à la suite d'un incident peu banal qui a lieu dans la chambre de Mac Jacob, rue Gabriel. Pierre Reverdy voit une malle grande ouverte. Elle est pleine de papier. Reverdy se penche, intrigué. Mac Jacob rabat brusquement le couvercle comme s'il lui fermait la porte au nez. La grande obsession de Mac Jacob, tout le monde le pille, écrit Saillé. Et Reverdy, peut-être blessé, peut-être par jeu, joue au voleur, mais au voleur qui n'a pas volé. Le lecteur peut, à cette page, voir la rencontre de Reverdy arrivant de Narbonne et de Mac Jacob. C'est une rencontre fictive, bien entendu, une rencontre recréée. Bon, voici Reverdy, 21 ans, sortant de la gare d'Orsay. En s'arrêtant, il s'aperçut qu'il avait oublié sa valise et il ne savait pas où aller. Quelqu'un crie « Au voleur !»
Quelqu'un qui courait derrière lui le rattrapa. Ou fuir. Il est toujours trop tard. Mais non, c'était une erreur, il ne fallait pas avoir peur. Un homme lui tendait la main, et sans doute, il ne lui voulait aucun mal. On n'irait pas seul dans la même direction. Et enfin, quelqu'un dit, on peut supposer que c'est le mage Abel, ce qui doit arriver arrivera. Et nous ne devrons pas craindre le mal qu'il y a entre nous. Ces derniers mots sont mystérieux, d'autant plus mystérieux que sur le mur de la chambre de Max Jacob, Reverdy a vu, tracé, la grande silhouette du Christ tel qu'il est apparu à Max Jacob. 1915 est la date du baptême de Max Jacob. Son parrain s'appelle Picasso. Bien. 1916, un poème nous révèle son amitié pour Derain. Le poème est publié dans l'album catalogue de l'exposition André Derain. La même année, 1916, La Lucarne ovale, poème. Un livre qui, comme poème en prose, a été broché à la maison. On ouvre le livre, on tombe sur ces mots. En ce temps-là, le charbon était devenu aussi précieux et rare que les pépites d'or, et j'écrivais dans un grenier où la neige, en tombant par les fentes du toit, devenait bleue. De la lucarne ovale, je choisis, je pourrais en choisir d'autres, 5 vers très simples qui me rappellent une phrase de Reverdy que je vous lirai ensuite. J'ai couru comme un fou et je me suis perdu. Les rues désertes tournent, les maisons sont fermées, je ne peux plus sortir, et personne pourtant ne m'avait enfermé. Voici la phrase annoncée. Reverdy écrit à Rousselot. En somme, mon cher, je n'ai jamais, en dehors de cette enfance passée au bord de la mer, et dans cette propriété au pied de la montagne noire, je n'ai jamais trouvé la terre hospitalière. Quelques lignes plus haut, Reverdy écrit en tout cas « La terreur du monde réel n'a jamais cessé de peser sur ma destinée. Je crois qu'on n'a jamais vu dans mes poèmes que la terre n'a jamais été solide sous mes pieds. Elle chavire, je la sens chavirer, sombrer, s'effondrer en moi-même. Mais qu'est-ce que le monde réel ? Les amis en font-ils partie? C'est une question. 2 affirmations de Reverdy peuvent nous guider, sinon nous répondre. La première, qui domine risques et périls, nous n'aurons jamais pu trouver de place au soleil qu'en nous-mêmes. La deuxième, à un certain degré de détresse, il est encore assez doux de trouver son chemin à travers l'espace que les autres hommes laissent entre eux. Cet espace que les autres hommes laissent entre eux, fait-il partie du monde réel ou est-ce déjà une création? Nous avons parlé du baptême de Max Jacob, 1915. Dans un texte daté de 1915 et intitulé « La conversion », qui est un très beau vitrail narquois, Reverdy décrit l'ascension d'un nouveau converti, le frère Cyprien, qui est Max Jacob. Le pauvre désolé se repent, se repent, se repent. Il priait, il priait. C'était encore pour lui qu'il priait. On sait que quelques années plus tard, Reverdy se convertira, mais en 1915, ses dents sont dures lorsqu'il mord le frère Cyprien. C'était encore pour lui qu'il priait. Le 15 mars 1917 paraît le premier numéro de Nord-Sud, la revue que fonde Pierre Reverdy. Ce n'est pas qu'il soit riche,
Il ne fait pas partie de ceux qui ne connaissent la misère que de vue. Mac Jacob est dans la même situation. Mais l'énergie de Reverdy est immense, et Jacques Doucet l'aide. Au sommaire, on y trouve tous les noms qu'on trouvera plus tard. Et parmi les noms d'anciens, Apollinaire et Mac Jacob. Dans le numéro 1 de cette revue littéraire, un texte capital de Reverdy sur le cubisme. De 1914 à 1917, Picasso et Braque se sont laissés oublier et d'autres, Glaise, Metzinger et Lotte, font du cubisme, pense Reverdy. Et Reverdy se dresse pour indiquer les vrais créateurs, Picasso, Braque, Gris, les vrais héritiers de Rimbaud. Nous sommes à une époque de création artistique, écrit Reverdy, où l'on ne raconte plus des histoires plus ou moins agréablement, mais où l'on crée des œuvres qui, en se détachant de la vie, y rentrent parce qu'elles ont une existence propre, en dehors de l'évocation ou de la reproduction des choses de la vie. Par là, l'art d'aujourd'hui est un art de grande réalité. Quelques mots ont dû vous frapper. Ceci, nous sommes à une époque de création artistique où l'on ne raconte plus des histoires. Mais la conversion n'est-elle pas une histoire? L'histoire du mage Abel et de sa malle refermée n'est-elle pas une histoire? Si, mais c'est que la poésie, en poème, en conte ou en roman, est l'art de brûler le réel. La poésie est à la vie ce que le feu est au bois. Mais pour Reverdy, nous semble-t-il, le feu ne détruit pas le bois, il l'anime. La poésie n'est pas dans les choses, la poésie n'est pas dans le bois. Est-elle dans le feu? Non, elle est là, peut-être, quand le feu brûle le bois. Il y a poésie quand un homme, par le cœur et l'esprit, crée un rapport inédit, par l'image, entre deux ou plusieurs fragments, moments du monde réel, provoquant chez le poète, puis chez le lecteur, une émotion comparable à celle que nous éprouverions si par à-coup, par éclair, nous devinions comment le monde marche. Être ému, écrit Reverdy, c'est respirer avec son cœur. Mais ce rapport inédit doit être juste, vrai. C'est pourquoi Reverdy récuse l'écriture automatique, la petite merveille surréaliste, qui, manipulée ou non, permet des rapprochements de loin en loin, de si loin en si loin, qu'ils ne sont pas vrais, qu'ils ne sont pas justes, étant dictés par un hasard apparent dont on ne connaît pas l'identité. Pour Reverdy, me semble-t-il, l'inconscient fait partie du réel à brûler. Dans le livre de Montbord, Reverdy écrit « Rien ne vaut d'être dit en poésie que l'indicible ». C'est pourquoi l'on compte beaucoup sur ce qui se passe entre les lignes. Qu'est-ce donc que l'indicible? Impossible de répondre à cette question par définition, mais peut-être a-t-on le droit de dire les tableaux cubistes que Reverdy aimait se trouvent du côté de l'indicible. J'aurais dû être peintre, nous dit Reverdy dans le livre de Montbord. Un peintre compte beaucoup sur ce qui se passe entre les lignes. Certes, pour un peintre et pour un poète, les lignes sont différentes de nature. Vous allez voir comme ça tombe bien que le mot nature existe. Dans un texte intitulé « La poésie reine du vide et l'art mordu », Reverdy s'en prend vivement à un jeune homme ventru qui se prend à tort pour un poète. Il lui dit « Ce n'est pas le même sang qui coule dans ton corps, tes bras et tes jambes raidis, et dans les arbres et dans l'air et dans les membres déliés des animaux. Tu ne connais pas la nature, tu ne connais pas la vie réelle, tu ne connais pas l'appel du sol. » Nous pourrions citer plusieurs textes de Reverdy où les lignes sont présentes. Nous en choisissons
un poème en prose intitulé « Chacun sa part ». Derrière les trembles, un étrange pêcheur guette avec impatience d'un œil ouvert le sol, caché sous son large chapeau, et la ligne frémit. Rien ne se prend, mais il emplit sa gibecière de pièces d'or dont l'éclat s'est éteint dans le panier fermé. Mais un autre attendait plus loin du bord, plus modeste. Il pêchait dans la flaque de boue qu'avait laissée la pluie. Cette eau, venue du ciel, était pleine d'étoiles. Pardonnez-moi d'être un lecteur imprudent, mais ce pêcheur qui empile des pièces d'or dans sa gibecière, ce pêcheur dont la ligne frémit, c'est pour moi Picasso, dont le trait, dont la ligne est frémissante, avec l'or au bout. L'autre pêcheur, qui attendait plus loin du bord et qui attrape des étoiles, et Reverdy, plus loin du bord, se rapproche, qu'on le veuille ou non, du livre de Montbord, écrit par Reverdy 1936, qui exigeait d'un poète qu'il écrivît par les moyens du bord, exclusivement, sans drogue, de quelque nature qu'elle fût. Reverdy parle des arts prospères. La poésie n'en fait pas partie. Reverdy a constamment été humilié par la si faible valeur marchande de la poésie. La vénalité est devenue la dignité de vivre, écrit-il. Tout effort gratuit n'étant plus considéré que comme un jeu. Enfin, l'encre ne coûte rien. De toute sa nature, de tout son caractère, Reverdy refuse l'idée que la poésie est un jeu. Cette colère, nous la retrouvons dans un texte dédié à Picasso, La peau de l'homme, 1926. En deux mots, La peau de l'homme raconte l'histoire d'un poète qui se fait boxeur pour devenir champion. Le voici devenu champion, adoré, couvert d'or, c'est alors qu'il change. Sa gloire le lasse, mais il est toujours aussi fort, si bien qu'à force de s'entraîner, le poète qu'il est redevenu, à grands coups de ses poings dévoyés, réussit à éteindre le soleil. Et voici le texte de la dédicace à Picasso. À vous, amis précieux, dont l'œuvre grandiose n'apparaîtra vraiment ce qu'elle est qu'après la disparition en poussière de tout ce qui l'entoure et de vous-même, je dédie cette page insignifiante et cruelle. On a du mal à évaluer l'étendue de cette phrase. Peut-être signifie-t-elle, comme en rêve, que le soleil étant éteint, le monde réel détruit, l'œuvre alors enfin seule subsiste. On peut pressentir dans cette dédicace une vision mystique de l'art. Rappelons qu'en 1926, date de la parution de La peau de l'homme, Reverdy est depuis 5 ans baptisé. Max Jacob est son parrain. En 1926, Pierre et Henriette Reverdy quittent Paris et vont habiter à Solesmes, une maison près de l'abbaye. Ils vont vivre à l'heure du monastère. Max Jacob, 5 ans plus tôt, s'est installé près de l'abbaye de Saint-Benoît-sur-Loire. Une file d'hommes semblables conduit au monastère, aux portes mal fermées. Aux portes si mal fermées qu'on pourrait presque y entrer. Le lecteur de Reverdy ne peut pas douter de la sincérité de sa foi, qui est une découverte. Pendant sa jeunesse, Reverdy n'a reçu aucune influence religieuse. Peut-être un jour parviendra-t-on à déchiffrer l'énigme de cette conversion. On cherchera sans doute dans la vie privée de Reverdy ceci ou cela, et on ne manquera pas de trouver ce qui a pu exaspérer sa solitude, ce qui a renforcé la barrière qui l'unissait à ceux ou à celles qu'il aimait. Peut-être aussi s'est-il aperçu que la poésie, une fois écrite,
faisait partie du monde réel, restait à l'intérieur des frontières. Toujours tenté d'aller au-delà des frontières, chute définitive dans les abîmes sans fissure du malheur. Après la découverte, la déception, on part à la recherche de Dieu, comme on dit, et l'on trouve une religion. Et encore, inouï, on peut croire en Dieu sans l'aimer. L'amour n'est pas le fort de tout le monde, mais on peut l'aimer sans y croire, d'une sorte d'amour insensé, rebelle et fort. On aime tout ce qu'il serait s'il était. Peut-on parler de la foi en un Dieu qui serait? Pierre et Henriette Reverdy vont-ils quitter Solesmes? Non. Henriette Reverdy n'est pas déçue. Nous sommes dans les années 26-27. Reverdy va disparaître en 1960. 1927-1960, ce temps passe à Solesmes. L'année de la guerre, Reverdy écrira pour lui, ce pas vers Dieu a été un pas de recul devant la vie. Et dès lors, il est resté définitivement acquis. Va-t-il renoncer à la poésie? Non. Peut-être peut-on dire de la poésie ce que Reverdy vient de dire de Dieu. On aime tout ce qu'elle serait si elle était. Je ne parle pas de l'œuvre, réelle, merveilleuse pour nous, lecteurs. Je parle de l'espérance qu'elle est pour le poète Reverdy demeurant à Solesmes. Récapitulons. Il y a des livres que nous n'avons pas encore cités. C'est ici l'occasion de remercier François Chapon et Étienne Alain Hubert. Non seulement ils ont prêté à notre caméra leurs livres de Reverdy, mais, et aussi, ils nous ont aidés à lire Reverdy librement. 1917, l'amorce d'un livre, Au soleil du plafond. Projet conçu en commun par Reverdy et Hermann Gries, qui sera en partie réalisé en 1955. Le projet était un ensemble de planches soulignées de poèmes. Mais une brouille, puis la mort de Hermann Gries, mit fin à cet ensemble. Les ardoises du toit, 1918, illustré par 2 dessins de Braque. Étienne Alain Hubert rapporte qu'à Solesmes, après la guerre, Reverdy aimait bien écrire sur les bandes qui entourent le journal adressé à l'abonné. Le format de ces bandes, une fois pliées, rappelle celui des ardoises du toit. Le Figaro pour Madame, Combat pour Monsieur. L'ardoise, le toit. Le toit est un coin hospitalier du monde réel, à preuve. Le toit s'incline vers quelqu'un qui voudrait monter. Et encore, un poème, c'est comme une maison qu'on commencerait par le toit. 1919, la guitare endormie. Dessin de Hermann Gries. « 1921, étoile peinte, avec une eau forte originale de André Derain. 1922, cravate de chanvre, illustrée d'eau forte par Picasso. J'aimerais vous montrer l'exemplaire numéro 9 sur Japon.
Cet exemplaire seul a été orné par Picasso à la demande de Reverdy de dessins originaux à l'aquarelle. Cet exemplaire numéro 9 a appartenu, à un certain moment, à Madame Chanel, Coco Chanel. Reverdy eut une vive admiration pour elle, qu'Edmond Charleroux décrit dans son livre L'Irrégulière. 1925, Grande Nature est dédié à Mac Jacob. L'amitié dure et durera. Rappel, 1926, les Reverdy quittent Paris pour vivre à Solesmes. 1927, Le Gant de Crin, déjà cité. 1928, La Balle au Bond, ornée d'un portrait par Modigliani. Pendant des années, les mêmes hommes, les mêmes lampes et les mêmes regards, et puis tout à coup, le monde change si quelqu'un part. « 1929, Flaque de verre et source du vent rassemble des poèmes. Je suis le plus près de celui qui parle, et la nuit se resserre dans la chambre où je suis. » 1937, Ferraille. Et ce soir, je voudrais d'un effort surhumain secouer toute cette épaisseur de rouille, cette rouille affamée qui déforme mon cœur et me ronge les mains. Aucune publication pendant l'occupation. La maison de Solesmes est occupée par les Allemands. Les Reverdy se réfugient au fond du jardin, dans la maison du menuisier. Reverdy dit à un ami, Herman, « Comment? Les Allemands sont là et tu peux écrire ?» C'est sans doute la raison pour laquelle Reverdy est absent de l'anthologie des poètes de la Résistance. En 1942, Reverdy écrit dans ses notes « Je sens bien que je n'écrirai plus jamais une ligne dans l'intention de faire un poème. » Heureusement, le chant des morts est là pour démentir. 1948. Livre manuscrit enluminé de lithographie originale de Picasso. Reverdy, Picasso, c'est comme s'ils se parlaient entre eux, dit Thériade de ce livre qu'il a réalisé. La même année, le livre de Montbord, que nous avons cité plusieurs fois, livre capital. 1950, une aventure méthodique, un texte sur l'œuvre de Braque. Cette peinture, plantée en plein champ, fait dire à Reverdy, Braque est à côté de lui. C'est étonnant ce que ça tient contre la couleur réelle des pierres. 56, en vrac, des notes. Braque, enfin, je dis enfin, parce que le livre paraît l'année de la mort de Reverdy, 1960. Braque illustre la liberté des mers. Sable mouvant paraît 6 ans après la mort de Reverdy. La mort est là, comme elle a toujours été. Dans la maison des Reverdy, il y a eu, jusqu'à la fin, un poème qui est resté manuscrit. Henriette le trouvait trop triste. Il a vécu ce poème comme vit un objet familier, un peu écorné. On voit bien qu'il a été réparé avec du papier collant. Nous nous retrouverons au soir sur le rebord de la Margelle, aux abords humides du puits, lorsque nous n'aurons plus d'espoir d'aller plus avant dans la vie. Quand donc cette heure viendra-t-elle? Nous nous redirons nos efforts, nos courses vers l'insaisissable, que le roc le plus dur est plus mou que du sable lorsqu'il faut nous y maintenir.
Enfin, qu'il fut bien dur de vivre notre existence douloureuse pour un peu de gaieté trompeuse qui nous empêche de mourir. Et là, nous goûterons le soir sur le rebord de la margelle, attendant que vienne la nuit aux abords humides du puits. « 1960, donc, la mort de Reverdy à Solesmes, dans cette maison. Il avait écrit « On croit qu'on pourra dire j'ai vécu une fois mort, comme on dit j'ai rêvé en se réveillant. » Je voudrais citer une dernière fois un extrait d'une lettre à Rousselot. « Écrire m'a sauvé, j'ai sauvé mon âme. Je ne peux pas imaginer ce qu'eût été ma vie si je n'avais pas écrit. J'ai écrit comme on s'accroche à une bouée. »